Bienvenue. On va s'attaquer à l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Comment est-ce qu'une nation dirigée par un parti communiste a pu devenir une superpuissance capitaliste mondiale? C'est le grand puzzle chinois qu'on va essayer de décrypter ensemble. Voilà la question centrale. Et pour y répondre, il faut comprendre le choc. Le choc entre deux visions radicalement opposées de ce que devait être la Chine. Deux idées qui se sont affrontées de plein fouet au XXe siècle et dont la tension, elle continue de façonner le pays encore aujourd'hui. Alors, commençons par le début avec la première grande vision, celle de Mao Zedong. Pour lui, pas question de se reposer sur ses lauriers. La Chine devait être dans un état de révolution permanente, une lutte constante, sans fin, pour atteindre une pureté idéologique absolue. Et cette vision, elle va secouer la Chine pendant près de 30 ans. Une fois au pouvoir en 1949, Mao lance deux expériences sociales d'une ampleur complètement folle. D'abord, il y a le grand bond en avant pour essayer de transformer l'économie en un temps record, puis la révolution culturelle, une décennie de chaos total pour purger la société. Ça ne s'arrêtera qu'à sa mort, en 1976. Au cœur du grand bond en avant, on trouve cette idée, la commune populaire. Attention, ce n'est pas juste une ferme collective. Non, c'était bien plus que ça. C'était une tentative de créer des mini-sociétés totalement autosuffisantes. Tout, absolument tout, était géré en commun. Les champs, les petites usines, les écoles. L'objectif final, faire disparaître la différence entre les villes et les campagnes, entre les ouvriers et les paysans. Et puis, la révolution culturelle. Les mots de cette citation sont d'une violence incroyable, renversés, liquidés, et il faut les prendre au sens littéral. C'était une véritable purge menée par les jeunes, les gardes rouges. Leur mission, c'était de détruire ce qu'ils appelaient les 4 vieilleries, les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes, bref, tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin au monde bourgeois ou traditionnel devait être anéanti. Après la mort de Mao, la Chine est à genoux, exsangue. C'est à ce moment-là qu'un nouveau leader arrive, Deng Xiaoping. Et lui, il va opérer un virage à 180 degrés. Fini le dogme, fini l'idéologie à tout prix. Désormais, une seule chose compte, ce qui marche, le pragmatisme avant tout. Le contraste entre les deux est saisissant. D'un côté, on a la Chine de Mao, totalement repliée sur elle-même, obsédée par la lutte des classes, et de l'autre, la Chine de Deng, qui s'ouvre au monde, et qui est guidée par cette phrase devenue mythique, « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape la souris ». En clair, peu importe que la méthode soit socialiste ou capitaliste, du moment qu'elle enrichisse le pays. Cette politique de Deng, la réforme et l'ouverture, elle se déploie en 3 grandes étapes. D'abord, l'agriculture. On rend la terre aux paysans, en quelque sorte. Ensuite, l'industrie. On crée des zones économiques spéciales sur la côte pour faire venir l'argent et la technologie de l'étranger. Et enfin, le grand plongeon. La Chine rejoint l'économie mondiale et devient ce qu'on a appelé l'atelier du monde. Et le résultat, il est tout simplement hallucinant. Pendant plus de 30 ans, l'économie chinoise va connaître une croissance moyenne de 9,5% par an. C'est, sans exagérer, l'une des plus grandes et plus rapides expansions économiques de toute l'histoire de l'humanité. Mais voilà, cette ouverture économique, elle a eu une conséquence que personne n'avait vraiment prévue. En devenant plus libre économiquement, les gens ont commencé à vouloir plus de liberté politique. Et toute cette tension, elle a fini par exploser au printemps 1989. C'est un vrai cocktail explosif qui se préparait à l'époque. La croissance ultra rapide avait entraîné de la corruption, de l'inflation, ce qui commençait à vraiment énerver les gens. À l'étranger, on voyait les réformes de Gorbatchev en URSS, la fameuse glasnost, et ça donnait des idées. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Et cette étincelle, ça a été la mort soudaine de Hu Yaobang, un leader réformateur qui était très très populaire. Le deuil s'est alors transformé en un mouvement de protestation gigantesque. Pendant des semaines, des centaines de milliers de personnes ont occupé la place Tiananmen à Pékin. Le point culminant, ça a été une grève de la faim, qui a captivé toute la nation et même le monde entier. Au sommet du pouvoir, c'était la panique. Le gouvernement était complètement paralysé, incapable de décider quoi faire. Ce moment est incroyablement poignant. On voit ici Zhao Ziyang, qui était le chef du Parti communiste à l'époque, en personne, en train de supplier les étudiants d'arrêter leur grève de la faim. C'était vraiment une tentative désespérée de sa part pour trouver une solution pacifique. Mais il n'a pas été suivi. Les partisans de la ligne dure au sein du parti l'ont emporté. C'était sa toute dernière apparition publique. Et dans la nuit du 3 au 4 juin, l'armée est intervenue. La vérité, c'est que, encore aujourd'hui, personne ne connaît l'ampleur exacte du massacre. Les estimations vont de quelques centaines à plusieurs milliers de morts. Et en Chine, c'est un tabou absolu, un sujet totalement effacé de l'histoire officielle. La répression de Tiananmen a mis un point final au débat au sein du parti. À partir de là, la trajectoire de la Chine pour les décennies à venir était fixée. Le message envoyé était d'une clarté brutale. Et voilà l'autre facette de la Chine ouverte et capitaliste. Son économie est aujourd'hui complètement intégrée au reste du monde. Pour donner une idée, rien qu'avec les États-Unis, on parle de presque 700 milliards de dollars de marchandises qui s'échangent chaque année. C'est énorme.
Donc l'issue de cette crise de 1989 a vraiment forgé le modèle chinois moderne. D'un côté, oui à l'ouverture économique, oui au capitalisme mondial. Mais de l'autre, tout ça doit se faire sous le contrôle politique absolu et sans faille du Parti communiste. C'est la fusion de ces deux Chines qu'on a vue, l'autoritarisme hérité de l'ère révolutionnaire et le dynamisme économique des réformes. Et ça nous ramène à la contradiction fondamentale du début. La Chine a prouvé que ce modèle pouvait non seulement fonctionner, mais aussi prospérer de manière spectaculaire pendant plus de 30 ans. La grande question qui reste en suspens et qui définira l'avenir du pays et peut-être du monde, c'est combien de temps cet équilibre improbable peut-il encore tenir ?